J'ai le doc Mailloux. Salut, Pierre Mailloux. Oui, Yves, ce matin, là, on va commencer d'abord par une blague. Il faut que je te raconte une vieille farce médicale. Vas-y, Pierre, je t'écoute. Quelle différence qu'il y a entre un chirurgien, un médecin interniste et un psychiatre? Et tabarouette, un chirurgien, un médecin interniste et un psychiatre, OK, probablement 300 000 $. Non, pas ça pas tout. Un chirurgien, ça fait tout, puis ça fait rien. Un interniste, ça fait tout, puis ça fait rien. Puis un psychiatre, ça fait rien, puis ça fait rien. OK. C'est une vieille blague qu'on m'avait racontée lorsque j'ai débuté mon cours de médecine, il y a 10 naguère, quand j'étais jeune. Alors, ceci étant dit, écoute, Yves, je suis pas capable de m'empêcher de ne sachant rien et ne faisant rien, de me mettre le nez dans l'économie. Écoute, Garceau, le ministre des Finances, oui. Écoute, a déclaré que c'était épouvantable, puis il n'y a pas tort. C'est rendu que le salaire des 20 000 médecins au Québec est grimpé à 6 milliards de dollars. Okay. Une moyenne de 300 000 bâtons par docteur au Québec. Alors là, il coûte 6 milliards de dollars pour les 20 000 médecins au Québec. Moyenne, donc, 300 000 bâtons. Exact. Oui, ça donne ça. Et j'ai une suggestion matin. Go! On va suggérer à Garceau de diminuer le salaire des médecins, de passer de 6 milliards à 4 milliards. Oh! Je lui suggère 2 milliards de coupures au docteur en matin. Raconte, comment tu ferais passer ça et quelle est ta répartition par la suite, parce que toutes les donnes changent. On coupe 2 milliards, mais pas au même endroit quand même. Coupure de 2 milliards de dollars. Alors, en retour de quoi? Qu'est-ce qu'on offre au docteur? Plus d'impôts sur le revenu. Ça, je sais que t'aimes ça, Pierre. On sauve 2 milliards, mais les docteurs ne payent plus d'impôts. OK. Bon. Alors, je pense que c'est une suggestion venant de quelqu'un qui connaît rien et qui ne fout rien. C'est une suggestion qui mériterait réflexion. Deuxième point. Écoute, il y a un autre 2 milliards qui traîne en quelque part dans les garderies publiques. Et quand je dis 2 milliards pour les garderies, c'est un chiffre qu'on avance comme ça parce qu'on ne sait pas comment ça coûte. Le coût réel des garderies publiques, il n'y a pas grand monde qui le sait, puis il n'y a pas grand monde qui est capable de calculer, mais on l'évalue autour de 2 milliards. Bon. Écoute, je recommande ce matin la fermeture de toutes les garderies publiques, donc 2 milliards de moins. En retour de quoi? En retour de quoi? Les familles qui ont un enfant vont payer le tiers de moins d'impôts à la fin de l'année. Les familles qui ont 2 enfants vont payer le 2 tiers moins d'impôts à la fin de l'année. Et les familles qui ont 3 enfants et plus, congé total d'impôts, aucun impôt annuel. Donc, Pierre, moins d'argent au gouvernement, plus d'argent dans les poches de ce qu'on appelle les contribuables. Alors, on leur remet à eux la responsabilité de leur argent et de leurs finances. Moins au gouvernement, moins de gens qui jouent après la même bebelle et plus de chances d'avoir possiblement, osons le croire, une meilleure gestion. Venant d'un individu qui sait rien, qui fait rien, oui. Ça mériterait vraiment réflexion. Les sœurs du Four-la-Pointe, 2 podiums, or et argent, aux Olympiques de Sochi, et la 3e sœur, une 8e place. Écoute, je pense que c'est quasi incompatible avec les garderies publiques. Il y a une énorme réflexion à faire là. On ne pourra pas sortir l'équivalent des 3 sœurs du Four-la-Pointe d'une garderie d'État. À mes yeux, à moi, c'est virtuellement impossible. Alors, il y a une réflexion à faire, et ceci étant dit, alors je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Non, mais Pierre... Ça fait du bien matin. Oui, mais il reste, Pierre, que ce que tu dis,
c'est ce qui est établi et c'est l'ordre de pensée d'un gros camion qui a fait sa place à travers les autos au cours des dernières années, qui, maintenant, il y a de la difficulté à stationner. Il se stationne partout, le gros camion. Mais c'est le gros camion de la droite qui n'a pas tort de dire que l'étatisation est en train de faire pourrir plusieurs secteurs de la société. Et entre autres, aussi, je ne dis pas qu'il y a ça, mais entre autres problèmes, la commission Charbonneau démontre ce que c'est quand l'argent est trop souvent remis à la tête du gouvernement, disant nous aurons une meilleure gestion, puis on va vous dire pour vous ce que vous devez faire afin de vous protéger. C'est ça l'histoire des garderies. C'est pas dire aux parents vous êtes parents puis vous allez mener à bien l'éducation et bâtir la rampe de lancement de vos enfants. Nous on sait comment faire, puis afin que tout le monde ait le même service, on va l'offrir à notre façon. C'est du maternage, c'est ça l'histoire. Je suis entièrement... Infantilisation, oui. Collective. Oui, mais c'est le même cas pour Carey Price. Les gens disent, les gens lèvent la main parce que la masse lève la main. Ça suit, c'est épouvantable. Les nouvelles et l'actualité, je te l'ai dit l'autre jour, on en a parlé ensemble. Tu n'es pas tout à fait d'accord avec moi, mais je te le rappelle qu'encore une fois, c'est une insulte à l'intelligence. Eh bien, les garderies, c'est la même chose. Les garderies d'État. Les garderies publiques. Oui, exact. Exact. De l'infantilisation. C'est drôle, Yves. Tu as un exemple de Carey Price. Oui. Et je discourais copieusement dans les oreilles de ma compagne hier matin concernant Carey Price. Go. La dévotion de son père qui a acheté écoute, Carey Price, c'est issu là, des réserves indiennes du nord de la Colombie-Britannique, je crois. Hein? Il vient de BC. Tout à fait. Et d'une réserve de Wabo, on appelait ça, quand j'étais jeune, une réserve de Wabo. Avec un père qui a acheté, écoute, un petit avion usagé. Ils auraient pu se casser la gueule avec cette patente-là. Et ils transportaient à l'aréna en petit avion. As-tu pensé la dévotion? Ben oui. Le gars, tu sais, moi, ça me touche, ça. Ça me touche. Écoute, Carey Price, s'est illustré aux Jeux olympiques comme étant probablement le meilleur gardien de but au monde. C'est pas une joke. Ben oui, mais il sort d'où, lui, là? Là, t'es sœur du Four-la-Pointe, t'as Carey Price. On peut-tu commencer à réfléchir? Est-ce que ces individus-là ne nous interpellent pas dans ce que nous sommes et ce que nous faisons? Le vent populaire, Pierre, le vent populaire et le raz-de-marée de dévotion est aussi une insulte à l'intelligence. Moi, je veux pas être Carey Price et j'ai pas besoin de voir les gens qui aiment Carey Price pour me formuler de l'émotion à l'intérieur de moi. Je veux m'occuper de moi puis de ma vie, puis je veux penser ce que j'ai le goût de penser. Carey, présentement, fait partie d'une vague illusoire. Il a remporté la victoire. C'est pas compliqué. Il a pas traversé le lac en nageant. Il était sur un bateau. Faut arrêter, là. On donne des propriétés à des êtres humains qui ne sont pas humaines. C'est fou, le monde. Accroché après rien, Pierre. La maladie, elle vient de là. Le 6 millions d'antidépresseurs d'ordonnance au Québec, il vient de là. Les gens, aussitôt qu'ils ont une chance, ils admirent dehors et ils oublient chez eux. Oui, et maintenant, quelles pourraient être les mesures favorisant le regard chez soi au lieu de tout le temps regarder l'herbe du voisin? La responsabilité, Pierre, parler comme toi, dire « je suis un excellent psychiatre », alors que tout le monde dit « il est fou, il est démesuré, il faut l'attacher ». Alors, allons-y avec tes sujets pour ce matin-là. C'était, écoute, ça fait du bien de le dire, puis on verra la suite. De toute façon, alors, ce matin, tu avais prévu? Oui, j'avais prévu simplement te dire que je lis dans le journal l'histoire du gars dont le nom m'échappe parce que j'avais le journal la semaine dernière, j'ai l'air un peu fou, je l'ai pas en avant de moi. Bref, il est reconnu coupable pour ça, il est sentencé et on le libère. Donc, les commissaires de libération conditionnelle voient en lui un potentiel de dangerosité très apparent, mais le libère quand même. Il faut pas oublier, c'est l'histoire qui est grave quand même. Ce gars-là gardait des enfants de femmes
de femmes de qui il avait la permission de coucher avec leur fille dans la mesure où elle pouvait se libérer pour aller sortir dans les bars. C'est quand même assez fou pareil, hein? Ce n'est pas rare. Alors, la vague actuelle de pédophiles et de déviants sexuels, la vague actuelle, c'est un homme qui, au lieu de rôder autour des équipes de sport, des piscines, etc., concierge d'école, etc., maintenant se déniche une monoparentale avec 2 ou 3 enfants. Voilà, c'est un chasseur. La vague actuelle, alors c'est soit un homme qui a marié une femme, s'en sépare et a une fin de semaine sur 2 avec les petites ou les petits gars. Ça fait partie de la vague aussi, ça. Mais le principal, les prédateurs aiment beaucoup la monoparentale avec 2 ou 3 enfants. C'est du nanane, c'est du bonbon pour eux, Yves. C'est épidémique actuellement. C'est sans chagrin son nom, mais pense 2 minutes à ces mères. Tu sais, à un moment donné, moi, j'ai une tante qui perd un fils et je vois la souffrance dans son visage. Et en même temps, elle s'exprime en moi en disant, tu sais, elle dit, c'est ma chair. Je voyais en elle à quel point elle aimait son enfant, Pierre. Elle l'aimait, elle dit, c'est ma chair. Cette mère-là était une mère comme on en voit peu. Il s'est enlevé la vie, le petit. Je n'ai jamais pu, après dans ma vie, pouvoir lire la souffrance aussi bien que l'expression de son visage, surtout lorsqu'elle m'a appris à moi ce que c'était une mère. Et moi, je voulais lui dire que, bon, il y avait à mourir et tout, tu sais, les paroles niaiseuses qu'on a quand on ne sait plus quoi dire. Et elle me répond, Yves, il s'agit de ma chair. Le pire des arrachements qu'elle était en train de vivre. Alors, quel paradoxe il y a entre une mère qui est d'une douleur atroce parce que sa chair se déchire d'elle, entre autres, elle perd son fils, et une mère qui permet à un autre homme, qu'elle sait un violeur et un abuseur, d'accouder et de garder ses enfants. C'est terrible comment la race humaine, t'as le noir puis t'as le blanc qui se côtoient. Oui, et ne pas oublier que dans le cas que tu cites, parfois, ça peut être fait sciemment, mais les cas que j'ai eus, moi, c'était beaucoup plus hypocrite et bien caché. Exemple, le nouveau conjoint est très fin avec les enfants, sauf à les garder, pendant que la mère, la génitrice, s'en va au bingo 3 fois par semaine. Et elle évidemment, elle n'est pas au courant que 2 à 3 fois par semaine, le nouveau conjoint va coucher, va copuler la jeune de 11 ans. J'ai bien dit copuler. Pénétrer la jeune de 11 ans. Alors, c'est des cas que j'ai eu pour vrai, là. Et ça, c'est pas rare. Pierre, est-ce que... Et lorsque, finalement, la police s'en mêle, ben là, j'étais pas au courant. Tu comprends? C'est terrible ce qu'il a fait à ma fille. Est-ce que ça... Oui. Alors, il y a la livraison. Comme jadis au Québec, il y avait des mères qui, à 10 heures le soir, levaient la petite de 9 ans pour qu'elle suce le bonhomme. Alors ça s'est fait. Alors ça, c'est une démarche consciente, en pleine connaissance de cause, mais il y avait beaucoup plus fréquemment le bonhomme qui, relativement discrètement, passait dans la chambre de la petite et allait se soulager entre ses 2 fesses, la pénétrer à l'occasion, etc. Alors, il y a eu tout ça, et la mère fermait les yeux. Alors, elle pouvait être, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été l'instigatrice d'inceste au Québec, et encore plus de femmes qui ont été les complices. Qui ont été des complices. Pierre, quand tu fais de la psychanalyse, puis qui sait si tu dois être bon, parce que je dis pas ça à travers mon chapeau, je suis assez aguerri, je suis allé dans ton bureau, j'ai vu les dossiers, toutes les lectures que tu fais. Quand tu fais des psychanalyses, que découvres-tu dans l'esprit de quelqu'un qui est assez carencé pour en fait faire du mal? Je veux pas employer de termes médicaux, j'en ai pas, là. Mon père disait, le problème du fou, c'est le jour où tu y apprends qu'il est fou et il y a ce qu'il faut pour considérer ce que c'est que d'être fou. Il dit là, ce jour-là, il y a des problèmes. Mais tant qu'il n'est pas au courant qu'il est fou, il n'y a aucun problème, lui. Qu'a-t-il dans la tête et dans l'esprit de quelqu'un
qui jouit et qui découvre plaisir avec méchanceté et agressivité, parce qu'il oblige sa victime, à copuler avec un enfant de 11 ans? Bon, d'abord deux choses, là. Avant de répondre à la question sur la déviation sexuelle, oui. Tu m'as dit, je dois t'informer que dans ma carrière, je n'ai jamais eu une seule personne habitée par la méchanceté qui a voulu plonger dans l'analyse de lui-même. Sérieux? Okay. Vrai comme t'es là. Okay. Les personnes méchantes ou qui sont habitées par la méchanceté évitent comme la peste l'introspection et vont même jusqu'à nier l'existence de l'inconscient. Que c'est intéressant. Bon, deuxième question. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un déviant sexuel, d'un prédateur ou d'un individu qui est totalement inapproprié dans son comportement sexuel? C'est pas compliqué. Ce sont des hommes qui préfèrent, qui sont plus excités, qui bandent plus vite et plus fort avec des petites et des petits pas de poils qu'avec des poilus au pubis. Il n'y a pas d'explication autre que celle-là. Il y a beaucoup d'explications qui ont été tentées à date, mais il n'y en a pas une qui tient la route. Alors, pourquoi des hommes? Pourquoi uniquement des hommes qui sont des pédophiles ou des prédateurs sexuels? Tu sais, de temps en temps, ils nous sortent une femme qui a eu une relation sexuelle avec un garçon de 16 ans ou de 15 ans. Bon, tu sais, Tania Pontbriand. Oui. Oui, ça fait les manchettes. Puis là, ben écoute, c'est toute une histoire. Écoute, le gars à 16 ans, je peux t'assurer qu'il y avait du poil, là. Ben oui. C'est pas une femme qui lubrifie et qui a envie de se faire pénétrer par un enfant, là. Le gars, il était plus grand qu'elle, il mesurait 5 pieds 11 au moins, on l'a vu sur des photos. Alors, il y a un corps d'homme. Bon, c'est ça, c'est un homme. Je n'excuse pas son geste, là, non. Parce qu'elle était l'enseignante. C'est pas ça que je dis, mais il est important de bien comprendre qu'un pédophile, c'est quelqu'un, c'est un homme, principalement, quasi exclusivement, qui est capable d'une sexualité avec une femme adulte, mais qui bande beaucoup plus vite et plus fort avec une toute petite, qui n'a pas de poil au pubis. Alors, Pierre, on n'a pas d'explication. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes ont la même éducation. Normalement, on devrait avoir le même ratio. Comme les homosexuels, il y a autant de femmes homosexuelles que d'hommes homosexuels. Comprends-tu? Oui. On est dans le 10-12%. Il y a peut-être plus de femmes bisexuelles, mais ça, on y reviendra. Okay. Mais pour ce qui est de la pédophilie, de l'attrait sexuel vers les enfants ou vers les jeunes de 14-15 ans et moins, on n'a pas d'explication à ce phénomène-là, cibole. Pierre, si quelqu'un te réfère il passe au niveau de notre système judiciaire, il est sentencé, et c'est une personne que tu viens de décrire, dont la déviance est ce que tu viens de décrire. Que peux-tu faire avec lui, et est-ce qu'il y a espoir chez lui de retrouver un équilibre ou un comportement, appelons-le normal, en tout cas pour nous autres? Bon, si c'est un homme, par exemple, que dans une circonstance, il a pogné les seins d'une jeune fille de 15 ans, je ne recommanderais pas la même approche qu'un homme qui a tripoté une petite de 4 ans très sérieusement sur le plan sexuel, essayant possiblement de la pénétrer avec les doigts, puis en tout cas, toute une histoire, là. Plus jeune est la victime, plus agressif mon intervention sera. À un point tel que les prédateurs de très jeunes enfants, je recommande d'emblée la castration chirurgicale. On enlève les testicules du scotum. On lui enlève ses testicules parce que il est trop dangereux. Et plus jeune, ça c'est reconnu autour du globe. Plus jeune est la victime, plus sévère est la déviation de l'homme. Ah oui? Et est-ce que c'est efficace, Pierre? J'ai entendu que, pour certains, le désir demeurait, même échelonné, même sans testicules. Bon, ben, alors, à ce moment-là, qui te raconte ça?
Hein? Regarde, Yves, on va avoir un problème ce matin parce que je suis le seul qui a fait castrer. Le gars de Chicoutimi, là? Je suis le seul qui a fait castrer 6 hommes au Québec. Ah, au Québec. OK. Alors, comment tout le monde peut glousser sur ce point-là alors que je suis le seul à avoir fait castrer des hommes et observer par la suite leur comportement? Alors, la personne, là où les personnes qui prétendent que le désir masculin origine de sa tête sont des menteurs, des nuisances publiques. Donc, ce que j'ai entendu, c'est pas vrai. J'ai entendu ça, je me souviens, il y a une dizaine d'années, dans une discussion de groupe à choix. Je m'en souviens très bien. Quelqu'un a dit, Oui. j'ai entendu que, finalement, une personne, après avoir été castrée, avait toujours des désirs. Mais j'ai pas vu les papiers et ça n'a pas été dit par un médecin ou une personne de ta compétence. Comment ces bozos-là peuvent-ils affirmer ça alors qu'il y a seulement Mailloux qui a fait castrer des prédateurs sexuels au Québec? Expliquez-moi ça, vous autres. Peut-être quelqu'un qui aime pas Mailloux. Oui, une femme. Alors, c'est une femme qui présente ça. Les femmes ne comprennent pas que le désir sexuel masculin origine des testicules. T'enlèves les testicules, écoute, c'est plus le même individu. Alors, et tous les cultivateurs, ce matin, qui vont nous écouter, ou qui ont été élevés en campagne, connaissent très bien l'effet de la castration chez les chevaux, chez les bovins, Ben oui, chez les chats. chez les moutons, Ah ouais. chez les chèvres, Ouais. chez les porcs. Alors, il est très clair que dès qu'on enlève les testicules d'un mammifère, un être humain inclus, le désir sexuel tombe à 0. Il perd sa capacité d'érection quasi totalement. C'est sûr qu'un homme qui est castré, comme me disait un, écoute, il dit, si elle me suce 20 minutes, il dit, j'ai une demi-érection. OK. Mais il n'a plus la pulsion, la poussée des viandes. Le départ de la Ça navette. marche pas. Le départ de la navette, effectivement. Pierre, tout ça, c'est intéressant, puis on aura l'occasion d'y revenir. On peut-tu faire un petit bout de chemin, un genre de quart de mille, pas très très long, sur le militaire, J.E., fait une entrevue avec 2 ex-copines de ce militaire qui a tué et son père et sa femme. Et là, on parle de détresse des militaires. Tu me dis, Yves, pendant 4 ans, j'ai donc été placé donc en position donc de responsabilité pour les militaires en termes de psychiatrie. C'est ça, affecté à ça. 3 ans. J'ai été 3 3 ans. ans OK. psychiatre militaire à l'hôpital Stade d'Acona d'Halifax. C'est quoi l'histoire de la détresse? Moi, rapidement, je connais Alain Stanquet qui, à l'époque de la guerre, s'est fait arracher les ongles parce qu'il voulait pas dire où étaient cachés ses parents, tu sais. Et il est revenu de ça et c'est toujours un homme équilibré. Pourquoi pour d'autres, la réaction, c'est de tuer du monde? La réaction, c'est de tuer du monde, là. C'est pas si évident que ça. Je ne crois pas que le meurtre OK. du jeune militaire, l'assassinat de son père et de la compagne de son père soit le résultat d'un état de stress post-traumatique qu'il aurait acquis lors de sa mission en Afghanistan. Je ne crois pas. Okay. Ce serait très surprenant, peu probable. Le scénario, beaucoup plus probable, c'est un début de schizophrénie. OK. Pierre... Alors, c'est un jeune homme de 22 ans. Okay. Il est dans la fourchette du début de cette terrible maladie qu'on appelle la schizophrénie, Okay. qui, lorsqu'elle n'est pas traitée, peut conduire à des comportements les plus extrêmes, comme le meurtre. Alors, il y a cette possibilité-là. La schizophrénie est une maladie extrêmement particulière, c'est une maladie psychiatrique qui déconnecte le cerveau, qui fait dysfonctionner le cerveau et engendre hallucinations et délire. Alors, est-ce qu'il se serait mis à délirer sur son père et la compagne de son père? C'est l'hypothèse la plus plausible à investiguer. Pierre... Alors, l'état de stress post-traumatique fait souffrir beaucoup parce qu'ils ont des flashbacks, ils ont des souvenirs qui reviennent à tout bout de champ, provoqués par toutes sortes de réactions anodines dans l'environnement. Ou même sans même... parce que ça peut être aussi sous forme de cauchemar répétitif. C'est surtout des réminiscences, des flashs des événements traumatiques.
Quelqu'un m'expliquait, Pierre, un militaire qui a fait plusieurs missions à Kandahar, me dire ne pas être en déséquilibre, mais vivre une forme de nervosité lorsque l'autobus de ville freine, parce que le bruit des freins lui rappelle le sifflement de certains types de grenades, d'amorces ou de bombes ou de balles qui sont lancées. Alors, il dit parfois, une fraction de seconde, j'ai comme une hésitation. Je suis avec mes enfants, ma femme, il dit pas à me pousser jusqu'au déséquilibre. Pour nous autres, Pierre, et qu'on puisse comprendre un peu, pourrais-tu nous expliquer ce que c'est que le post-traumatique de quelqu'un qui revient d'Afghanistan, par exemple? Exactement. C'est un ensemble de réactions à des degrés différents de réminiscence, de souvenirs, de liens avec l'événement traumatique ou avec des situations déjà vécues. OK. Qui était très pénible. Je vais juste te donner un autre exemple d'une jeune femme dont le voilier avait coulé au large d'une jeune Québécoise, elle était sur un voilier, il y était 5 personnes, et le voilier a coulé dans une tempête. Okay. Et elle a été projetée par les vagues sur des rochers. Parce que le voilier était pas loin de la côte, oui. Il a sombré et elle était projetée. Et sais-tu quel était le moment le plus évocateur du naufrage du bateau? Raconte. Lorsqu'elle prenait son bain. OK. Attends un peu. Maintenant, lorsqu'elle prenait son bain et qu'elle le vidait. Tu sais, le tourbillon, là. Oui, absolument. Le tourbillon du bain qui se vide, là, puis qui fait un petit bruit d'aspiration, là. Ça lui ramenait ça. OK. Est-ce que ça se traite... Ce bruit-là, juste ce petit bruit très discret-là, là. Ouais. Et ça la ramenait dans la tempête et dans le naufrage du bateau. OK. En pleine noirceur. Oui, alors c'est très variable d'une personne à l'autre. Okay. On ne sait pas pourquoi, lors de la guerre du Vietnam, un Américain sur 2 qui est revenu de la guerre du Vietnam avait des signes, des symptômes d'état de stress post-traumatique, okay. Du genre qu'on vient de décrire, nervosité, cauchemar, réminiscent, flashback, etc. Pourquoi 1 sur 2 revenait avec ça et pourquoi 1 sur 2 n'en avait pas? Ça n'a jamais été élucidé. On ne le sait pas. Et toi non plus, tu n'as jamais eu de réflexion là-dessus ou quoi? Justement. On a beau réfléchir, j'ai eu beau lire là-dessus. Tu peux pas l'inventer. On ne le sait pas. Tu peux pas l'inventer. Pourquoi certains reviennent avec des symptômes chroniques d'état de stress post-traumatique et d'autres non? On ne le sait pas. Est-ce que ça se traite? Quel est le traitement que toi, tu proposes, par exemple? Est-ce que c'est sous un barème médicamenteux ou encore exercice ou quoi que ce soit? Est-ce que ça se traite? Tout a été essayé. OK. Et généralement, comme dans le cas du général Roméo Dallaire, on les bourre de pilules. OK. Qui, à mon humble avis, ne donne strictement rien. Il y a un seul médicament, d'après moi, qui a fait la différence lorsque je l'ai essayé. C'est un peu des petites doses ajustées de Seroquel, qui est un antipsychotique qu'on utilise pour traiter la schizophrénie, mais qui, à petite dose, a tendance à ramener le sommeil normal. OK. La plupart ayant des troubles de sommeil, j'essaie de ramener le sommeil normal, non pas par des somnifères, mais par du Seroquel. À petite dose, le soir au coucher, et en mini-dose durant la journée au besoin, pour diminuer l'hyper-réactivité du cerveau. Okay. Et c'est le seul réconfort médicamenteux pharmacologique que j'ai pu apporter à date à ces personnes-là. Alors que ce soit une femme à la banque qui en est à son 5e hold-up, gérant de banque qui a eu à faire face aussi à plusieurs hold-up, etc. Alors dans ces cas-là, bon. Ceci étant dit, maintenant, il y a une approche qui est nettement mieux que la pilule. C'est une fois d'en parler à fond. OK. Dans ces moindres détails de l'événement traumatique, et après ça, on n'en parle plus. Et là, on essaie de faire en sorte que la personne traumatisée ait une vie personnelle allégée, ouatée. Surtout lorsqu'elle
lorsqu'elle revient du théâtre opérationnel. Décharger l'esprit. Décharger, Oui. en allégeant les stress normaux de la vie, ça permet, mois après mois, une certaine guérison, un certain renforcissement intérieur. Puis, La création d'un lien de confiance aussi y est pour quelque chose qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Alors, la chaleur humaine, la diminution des stress normaux de la vie quotidienne, une espèce d'un peu de les entourer, des cocooner pendant un bout de temps, ça fait du bien. impressionnant, Pierre, de voir à la fois ton diagnostic et également ta méthodologie. Pierre, à toutes les fois où on se parle, sur les deux plans, et c'est moi qui te le dis, donc évidemment, tu vas prendre ton sort, c'est diluer un peu mes commentaires parce que tu me sais extravagant, mais non moins sincère. Sur les deux plans où on t'a retiré, c'est-à-dire celui de la radio et également de ton droit, d'opérer et de traiter. Alors, sur les deux plans, t'es le meilleur que j'ai connu, Pierre. C'est ton opinion. Elle n'est pas partagée par le syndic du Collège de mon ordre professionnel, le syndic du Collège des médecins du Québec. Mais écoute, je continue à me battre avec la conviction que tu viens d'énoncer. C'est-à-dire que je demeure convaincu que je suis un sacré bon psychiatre. Oui. Je connais mon tabac. Oui. J'ai des choses à offrir. Oui. Et au niveau de la vulgarisation de l'état de stress post-traumatique, t'es le meilleur. Je pense que dans tout ce que j'ai entendu dernièrement, l'explication la plus claire, c'est moi qui viens de la donner en toute simplicité. Pierre. C'est de revivre des séquences, des petites parties d'éléments traumatiques déjà vécus dans le présent et déclenchés par, comme tu as mentionné, par un bruit de freinage, une petite sirène de police, le bruit des choses aussi anodines que la sonnerie du téléphone. Ah oui, il faut que je te dise avant de terminer. Oui. Sais-tu comment j'ai aidé un gérant de banque qui avait fait face à un hold-up où le trou de cul, avait tiré un coup de 12 à l'intérieur? Raconte-moi. Sais-tu, il était la sonnette de la porte d'entrée. Oui. Le rendait dingue. OK. Ça le stressait, là. Il figeait pour 2 heures de temps si quelqu'un appuyait sur la sonnette. Alors, après avoir entendu ça, j'ai dit, si on changeait pour mettre pour un ding-dong. Ouais. Décompression. Non. Écoute, un élément de moins. Ding-dong. Très fort. Pierre. Et l'autre élément, sais-tu qu'est-ce que j'avais trouvé? Il était hyper vigilant, allait vérifier dans les fenêtres 20 fois par jour s'il n'y avait pas un auto devant la maison pour des bandits qui étaient après lui. Absolument. Sais-tu quel est l'élément qui l'a le plus aidé par rapport à cette réaction-là qu'il avait? Dis-moi ça. L'acquisition d'un chiot berger allemand. Et il a pris confiance dans son chien. Si le chien ne dressait pas les oreilles et n'allait pas voir, il n'y avait rien d'inquiétant qui se passait dehors. Trop bon. Des détails comme ça. Et tranquillement, il est passé de figé en permanence, ne parlant à peu près plus, à quelqu'un qui n'a pas repris son travail, mais c'est lui qui préparait les repas. Christy, Pierre, tu gagnes à être connu, et toi qui as tant parlé, tu sais, parce que d'instinct, on dit un psychiatre, quand il rencontre des gens, il les branche sur un barème médicamenteux, et puis après ça, son travail est fait. C'est tout le contraire. Parlant du petit chien, parce qu'il faut terminer, est-ce que c'est toi qui l'as proposé? J'ai vu que chez toi, l'autre jour, entre autres, t'avais toute une belle grosse femelle, t'en avais une coupe, t'as vraiment des beaux chiens, Pierre, en passant. Ah oui, c'est moi qui lui avais proposé, okay. C'est une idée que j'avais eue. Et puis le type n'avait jamais eu de chien. Et t'as pas idée le millage qu'il a fait grâce à son chien.
Très bon. Parce que j'ai dit à Berger-Allemand, pour avoir un chien assez gros, et là, il s'est mis à aller marcher avec son chien. Il s'est mis à aller faire de l'exercice dans un petit parc pas loin avec son chien. Ça l'a déconstipé. Ah, t'as pas idée comme ça l'a aidé. Puis ensuite, là, il pouvait sortir sur son terrain. Il s'est mis à jardiner sur son terrain. Parce que le chien surveillait. Ça l'a tout réapprivoisé dans son environnement. Pierre, très... Aucun être humain n'était arrivé à faire et aucune pelule. Il était bourré de médicaments quand je l'avais vu, qui n'avaient aucun effet positif et plein d'effets secondaires, évidemment. Pierre, merci infiniment, très fort. On t'a coupé le droit de pratique, puis on t'a coupé la parole également. Je me demande pourquoi, Pierre. C'est dangereux. Va falloir en reparler. Ça veut dire qu'on va se reparler bientôt, Pierre. Bye. Salut. Bye. Salut. Bye.